Alors, j'ai réfléchi à la façon finalement la plus intuitive et la plus spontanée de vous expliquer ce que c'était qu'un épistémicide. Et je me suis dit qu'en fait, vous en aviez tous vu un, au début d'année, celui-là. Février 2015, musée de Mossoul, deuxième plus grand musée d'Irak. Et là, on y voit des djihadistes. Alors à chaque fois que je vais mettre des guillemets, c'est simplement que je reprends des notions qui sont des notions médiatiques que tout le monde connaît, mais avec lesquelles je me distancie. J'ai juste pas le temps de vous expliquer à chaque fois pourquoi est-ce que je me distancie de ces notions. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit ces hommes qui, à coups de masse, de marteau-piqueur ou de kalachnikov, détruisent des éléments, des vestiges, des statues, toutes sortes de traces d'une science qui a existé auparavant. C'est ça, un épistémicide. C'est ça la version matérielle de l'épistémicide. Ça fait du bruit, ça se voit. C'est la destruction organisée d'une science et d'une forme de savoir qui nous dérange pour une raison ou pour une autre. Mais, si vous avez prêté attention au titre de ce talk, le titre de ce talk précisément c'est « Histoire d'une mort silencieuse des sciences ». Ça, c'est pas silencieux. En fait, ce que j'aimerais vous montrer, c'est que ça, c'est la version connue d'un épistémicide. Mais les épistémicides les plus efficaces, les épistémicides qui finalement réussissent le mieux, c'est ceux dont on ignore même l'existence. Alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire le jeu des petits sondages comme j'ai fait tout à l'heure. J'aimerais simplement qu'en même temps que je vous pose des questions, des énonciations, vous réfléchissiez aux réponses. Première question, combien d'entre vous savent que Zadig de Voltaire, un des grands classiques de la philosophie et de la littérature des Lumières, est directement inspiré du Coran? J'ai dit que ce n'était pas un sondage cette fois-ci. Vous voyez, c'est Sourate la caverne, directement inspiré. Si je vous disais qu'Alexandre Dumas, l'un des plus grands romanciers du 19e siècle en France, était noir. Il a écrit Les Trois Mousquetaires, il a écrit Le Comte de Monte Cristo. On continue? Je vais prendre d'autres domaines. Si je prends le domaine historique, combien d'entre vous savent qu'il était interdit d'importer et de commercer des esclaves noirs musulmans parce qu'ils étaient considérés comme potentiellement trop subversifs et trop révolutionnaires? Combien d'entre vous savent que l'empire le plus grand que ce monde n'ait jamais porté, c'est l'empire de Gengis Khan? C'est 4 fois celui d'Alexandre le Grand. C'est 2 fois l'empire romain. C'est 32 millions de mètres carrés au XIIIe siècle. Qu'est-ce qu'on sait de cet empire, au fait? Combien d'entre vous savent que Ludwig van Beethoven avait une mère qui était arabo-musulmane, probablement noire? Beethoven, le plus grand musicien d'auteur, le plus grand musicien classique qui ait jamais existé? Ok, là je commence à vous intéresser. Si à ces questions-là, à la plupart de ces questions, vous ne connaissiez pas les réponses, c'est précisément que l'épistémicide a réussi. C'est la mort silencieuse des autres formes de science, de culture, de savoir, d'apport qui ont pu exister pour une seule domination. Un seul type de science, un seul type de savoir qui est considéré comme légitime. Et là, vous avez vu, pas de marteau-piqueur, pas de barbu avec des kalachnikovs, pas de masse. Non, non. Juste un livre d'histoire. Et c'est le crime parfait. Parce qu'en fait, c'était le deuxième objectif qu'on avait pris tout à l'heure ensemble. C'était que je vouliez que vous compreniez que vous avez tous subi et que vous subissez tous des épistémicides. Vous êtes tous témoins de ce crime parfait. Absolument tous, sans aucune exception. Et qui en sont les victimes? Toutes les sciences non occidentales. Pourtant, on ne se méfie pas d'un livre. Mais si vous vous souvenez du deuxième objectif que j'ai pris envers vous, je voulais vous montrer que non seulement vous étiez victime des épistémicides, mais qu'aussi vous participiez à les reproduire. Comment? Masha'Allah, je vois que dans cette salle, il y a beaucoup de jeunes gens. J'ose espérer, et de moins jeunes, marhaba bikoum aussi, j'ose espérer que beaucoup d'entre vous, ou certains nombres d'entre vous, ont fait des études supérieures notamment. Peut-être que vous avez été amenés à écrire des articles, des mémoires, peut-être même des thèses. À chaque fois que dans vos bibliographies, à chaque fois que dans vos productions scientifiques, vous ne mentionnez dans 9 cas sur 10, et ça se vérifie quasiment à chaque fois, que des auteurs qui proviennent de 7 pays, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, l'Allemagne et les États-Unis. À chaque fois, c'est que l'épistémicide a réussi. Les chercheurs que nous citons, viennent tous des mêmes pays. Ce sont tous des hommes. Il y a très très peu de femmes qui sont citées et surtout très peu de chercheurs du Sud. Nous-mêmes, qui pouvons nous considérer comme étant des minorisés, nous minorisons
nous excluons, nous discriminons ces chercheurs du Sud. Pourtant, les chercheurs du Sud sont totalement au courant de ce que font les chercheurs du Nord. Que vous alliez vous asseoir sur les bancs de cours de Jakarta, de Johannesburg, de Sydney, de New York, de Berlin, peu importe où vous allez, ou d'Alger, vous allez apprendre les mêmes choses et vous allez voir les mêmes auteurs venus de ces mêmes 7 pays. C'est ça l'épistémicide. En grec, épistémé, ça signifie science. Et cide, ça veut dire tuer. C'est tuer la science. Tuer des formes de science qui nous sont étrangères ou qui sont considérées comme fondamentalement inférieures. En fait, c'est ce qu'on appelle le privilège de l'épistémie. Qu'est-ce que c'est ? Ça signifie que certains chercheurs du monde occidental, mais alors c'est très très large et c'est avec plein de guillemets, d'accord, se sont octroyés le droit ou considérés, ou qu'ils se considèrent comme étant les seuls à même de produire un savoir qui soit véritable, qui soit objectif et qui soit neutre. Tout le reste, c'est des savoirs locaux. C'est des aires culturelles et des chercheurs qui bossent sur l'Afrique, etc. Mais ce n'est pas une compétence générale. Pourquoi finalement ? Pourquoi est-ce que ce privilège épistémique s'est mis en place ? Cogito ergo sum. Pour ceux qui ne parlent pas latin, ça signifie « je pense, donc je suis ». On la connaît tous, cette phrase, c'est la phrase de René Descartes, écrite dans le discours sur la méthode au XVIIe siècle. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire ? En fait, cette phrase, elle est fondamentale à penser. Elle est fondamentale dans la construction de la pensée et dans la construction des épistémicides. C'est pas « nous pensons, nous nous contredisons, donc nous sommes ». Il y a l'exclusion de fait des autres. C'est pas « Dieu m'a créé, donc je suis ». Non, non, c'est mettre au centre de la pensée un homme occidental qui produit du savoir sur le monde entier et sur lui-même, et qui s'arroge le droit d'être le seul légitime à pouvoir le faire. Et ça date pas d'hier. Il suffit simplement de vous interroger sur la terminologie maintenant. Pourquoi est-ce que dans un cas, est-ce qu'on va parler d'État-nation et de l'autre, on va parler de tribu et d'ethnie ? Vous avez déjà parlé ou entendu parler de la tribu allemande ? De l'ethnie corse ? Non ?